Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Précédemment, et c'est un plaisir de recevoir à nouveau Élie Vigneron, qui a sorti la suite de Temps de Chiens, dont on avait parlé il y a peu, et ça s'appelle Nouvelle Vague. Bonsoir Élie Vigneron. Bonsoir, bonsoir. Alors avant de parler de Nouvelle Vague, ta nouvelle bande dessinée, je me permets de te tutoyer, Élie Vigneron, je veux juste dire de ne pas hésiter à suivre nos réseaux sociaux, @multiverse of radioverse pour l'Instagram de la web radio. On vient juste de le créer. Il y a, je crois, une dizaine de personnes qui se sont abonnées, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et bien entendu, l'Instagram de la boîte de prod, la nuit du dimanche, @la nuit du dimanche. Élie Vigneron, on fonce maintenant pour votre bande dessinée, pour ta bande dessinée Nouvelle Vague, une nouvelle aventure des hot dogs. Est-ce que tu peux nous faire le pitch? Ok, alors je vais essayer de me souvenir comment est-ce que je le présente en convention et en festival. Nouvelle Vague, c'est la suite directe de Temps de Chien, qui est donc la première aventure de Hot Dogs. Et là, on va suivre tous ces personnages en fait qui sont barrés ensemble d'une île qui était très poisseuse et bizarre pour arriver cette fois au milieu des mers parce qu'en fait ils vont vite comprendre qu'ils sont complètement perdus et qu'ils ont plus de ressources pour avancer et vont en fait tomber sur une espèce de base de pirates. Et à partir de cette base de pirates, vont donc avoir des rencontres avec des pirates et toutes les interactions positives comme négatives qui peuvent arriver avec ça, parce qu'ils vont devoir s'allier avec eux pour avoir de quoi subsister. Ouais, c'est ça. Donc c'est une suite directe, effectivement, du premier tome. Moi, ce qui m'a frappé avec Nouvelle Vague, c'est l'univers en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte encore plus à la lecture de Nouvelle Vague qu'il y avait un univers derrière. Et j'avoue que ça m'avait pas autant frappé avec Temps de Chiens. Dans le bonus, alors je vais revenir au bonus parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc c'est à la fin de la bande dessinée, on voit un petit peu comment le travail a été fait. Tu expliques que justement cet univers-là, les pirates, ça fait partie intégrante de l'univers. La question moi que je me pose, c'est est-ce que l'univers il est calé dans ta tête? Est-ce que tu as les tenants, les aboutissants, le pourquoi, le comment, ou est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Il y a, il y a toujours beaucoup de zones d'ombre très volontairement où je me refuse à faire un espèce de Wikipédia à l'avance de mon univers pour avoir un maximum de liberté. Mais par contre, il y a tous les principes de base de cet univers. C'est-à-dire que je sais à peu près comment cet univers il s'en est retrouvé au stade où il en est. Je sais quels sont les principales types de forces agissantes, même si elles sont pas forcément précisées. Et donc du coup, je sais un peu quels sont. Je sais quel est le fonctionnement global de ce monde. Et après, c'est juste parmi ces espèces de cases un peu floues qu'en fonction des histoires, je peux me dire ok, cette fois, je vais aller dans cette partie-là et juste préciser et mettre des visages à l'intérieur de cette case. D'accord. Du coup, comment pour le héros, pour toi, ou l'héroïne, c'est quoi le centre de Nouvelle Vague? Qui est le personnage central? Est-ce qu'il y a un personnage central pour toi? Dans Nouvelle Vague, c'est vraiment axé. Le but, c'est d'avoir un côté où c'est axé en duo sur Brume et Camille, mais c'est vachement axé en majorité quand même sur Brume, parce que c'est de elle dont on va explorer un peu plus la psychologie, et c'est elle qui va être la plus en difficulté physiquement, moralement, psychologiquement. Et donc Brume, c'est un personnage en plus dont le passé est assez méconnu, comparé à Camille, dont du coup il y a des petites bonus à la fin de la BD. Camille est vachement plus transparente, on va dire, sur ses origines, alors que Brume reste un personnage, comme son nom l'indique, qui est plus mystérieux. Alors c'était une question piège parce que lors de notre premier entretien, que vous pouvez d'ailleurs écouter, c'est l'émission précédemment, c'est en replay sur lanuitdudimanche.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, blablabli, blablabla. Tu avais dit justement que le deuxième tome de la série allait se pencher sur un personnage en particulier. Et j'avoue que moi, à la première lecture, je l'ai lu 2 fois, hein, la bande dessinée. À la première lecture de la bande dessinée, j'ai pas vu le focus sur Brume, en fait. Ouais. J'ai pas vu ça. J'ai vu la pose d'un univers, si tu veux, étendu, avec les pirates et la façon de trouver un taf, etc. Et Mhm. sur un autre détail aussi, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais j'ai pas vu le focus sur un personnage, alors que oui, effectivement, on se retrouve avec elle la plupart du temps de l'histoire. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça ou pas? Pour l'instant, j'ai pas tant eu l'occasion en fait de parler de cette BD-là avec d'autres gens, parce que j'ai pas encore eu beaucoup de gens qui l'ont analysé ou en tout cas qui m'en ont parlé de manière un peu plus technique.
Je sais que moi, alors si j'ai un retour critique que je me faisais même au moment où j'avais déjà terminé l'histoire, ce qui a fait même que j'ai rajouté 2 pages à un moment parce qu'il y avait un manquement, je trouvais, c'est justement, j'ai pas mis j'ai pas ouvert les vannes énormément sur les personnages et notamment du coup, l'idée dans tous les cas était pas de, comment dire? De développer énormément, les, Brume et Camille, mais c'était plus de suivre leur relation à elles 2 et après au reste du groupe. Mais il y a un côté frustration de toute façon dans celui-là où j'ai pas assez ouvert les vannes de ouais de l'intérieur des personnages. Et c'est un truc qui me frustre un peu sur celui-là, mais que j'ai envie de corriger sur celui d'après, qui sera focus sur d'autres personnages et où ça sera un peu plus ouvert normalement, un peu plus compréhensible. Mmh. Alors c'est pas une critique, hein, j'ai une critique, mais je la ferai, plus tard. Mmh. Je tease. Pour moi, c'est pas une critique, ça fait partie du storytelling de la bande, de ta bande, dessinée et il y a un autre truc bizarre, c'est que, on se retrouve un peu en huis clos. C'est un mot que tu utilises d'ailleurs, il me semble, Ouais, dans la partie bonus de ouais, mémoire. ouais. On se retrouve dans un huis clos, donc tu as 2 personnages, enfermés dans le sous-marin et tu as d'autres personnages qui sont dans un autre sous-marin en train de le fouiller pour récolter des trésors de Mmh. pirates. Donc on a ces 2 huis clos qui se passent, à 2 endroits différents, mais dans une sorte de même lieu. Et ce huis clos, moi je l'ai pas ressenti avec les personnages, mais je l'ai ressenti avec l'univers. Oh OK. Alors, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, je vais essayer de préciser ma pensée. Il y a une page qui est saisissante où on voit le sous-marin des hot dogs s'enfoncer sous l'eau et on voit les immeubles eux, en contre-plongée Ouais. d'abord, enfin la base de pirates pardon, et Mmh. ensuite on tourne la page et on voit ces 2 immeubles complètement détruit, totalement immergé avec un sous-marin entre les deux. Le huis clos pour moi, il est là, il est dans la description de l'univers où on a l'impression que c'est immense, mais où tu n'en sortiras pas. Et il Ouais, n'est pas ouais, clairement. dans l'action. Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu plus? Ouais, bah oui, oui, c'était clairement ça dans l'idée, hein. C'est pas un huis clos, je pense, classique à la manière dont on peut le penser, mais c'était ouais, cette ambiance de les personnages, ils vont être enfermés dans un lieu où tu sais que il y a pas de porte de sortie de ce ils sont au fin fond des océans, quoi. Ils sont enfermés là-dedans et enfin, en tout cas, c'était comme ça que je l'avais pensé, quoi. Le côté de ils entrent à un endroit où il y a pas de porte de sortie autre que remonter avec le sous-marin. Mais du coup, pour toi, c'est quoi est-ce qu'il y a un thème à cette aventure? Franchement, dans celle-là, pas trop, hein. Celle-là, je l'ai vachement, moins pensée thématiquement, je l'ai plus pensée en: «J'ai juste envie de faire une bonne histoire», franchement, j'avais juste envie de faire une bonne histoire, enfin un truc qui me plaisait et où je réfléchissais un peu moins à ce que je racontais et plus à, comment est-ce que narrativement j'avais envie de faire un truc, qui était cool. Où j'avais un peu plus de place pour, parler un peu de l'univers, où j'avais un peu plus de place pour, faire s'affronter des personnages longuement. C'était un peu ça l'objectif. En fait, il a vachement été pensé comme un, comment dire? Il y a un peu le yin et le yang entre Temps de Chien et Nouvelle Vague, quoi. Il a été pensé par rapport à des défauts de lecture, qu'avait Temps de Chien, en fait. OK, je fais une pause parce que je réfléchis à ce que tu es en train de me dire et j'ai pas ressenti ça du tout à la lecture. Pour moi, c'est OK. clairement la suite, hein, de Temps de Chien et dans le style dans le style de dessin et dans l'aventure. On est dans enfin, il n'y a pas de surprise, au niveau du style et de l'histoire qui nous est racontée. On pose au contraire des jalons de plus, un univers, qu'on voit un peu plus dans sa finalité, j'ai envie de dire. Mais pour moi, il y a un thème, quoi. Alors, alors on lit toujours les œuvres des autres avec notre propre grille de lecture. Et moi, ce que j'ai vu à la fin à la fin de la bande dessinée, c'est l'égoïsme de tous les personnages, quoi. Euh, Ah OK. et rien de plus, quoi. Ils sont égoïstes parce que le monde ne leur permet pas d'être autre chose que égoïste, quoi. Est-ce que ça Ah te bah, choque ce que je dis? non, pas du tout. En fait, ce que je me disais dans tous les cas, je me disais: «Bon, dans tous les cas, l les gens verront des thèmes parce qu'il y a forcément des thèmes dans la manière d'agir des personnages
et les gens verront des trucs, même si pour le coup, il n'y a pas une chose précisément d'explicité. Donc là, bah, je suis très content du coup. Ça me régale qu'il y ait des choses qui en ressortent en termes de réflexion. En fait, il y a une vraie, pour moi, j'ai trouvé, il y a une vraie, j'allais dire différence, mais je trouve pas le bon terme. C'est-à-dire que au niveau du dessin, il y a une tension. Je vais y venir tout à l'heure en comparant avec une autre une autre de tes BD. Donc il y a une tension au niveau des dessins. On sent que ça va vite, quoi. Ouais. Que c'est une bande dessinée d'action. Pareil pour Ton deux chiens. Il y a certains personnages qui on a l'impression qu'ils tremblent en fait quand ils parlent. Donc c'est notamment le cas de Gigi dans certaines scènes. Et à côté de ça, il y a en contrepoint, j'ai envie de dire, il y a une sorte euh, euh, c'est-à-dire d'humour ou de légèreté qui se passe entre les personnages et l'aventure. Et ces deux pierres quoi, qui vont dans des directions opposées, je trouve que ça fait partie de ton univers. Celle-là, elle avait une volonté, même, enfin, pour moi, même qui est un peu représentée par le fait que, genre, le nom de la BD, c'est genre Nouvelle Vague avec un point d'exclamation à la fin. Et pour moi, le point d'exclamation, il représente un peu ce truc de. C'était une aventure pas réellement plus positive, forcément, que la première, mais il y a un truc où je voulais un peu plus de fun. Je voulais un peu plus m'amuser, en fait. Et du coup, il y a un truc où les interactions entre les personnages, je voulais avoir plus l'occasion de faire des trucs d'humour où juste ils discutent, il se passe des bêtises, même quand il y a de l'action, bref, je voulais un truc que les relations entre personnages aient ce côté-là un peu plus fun, tout en ayant tous les trucs horribles et tous les trucs très égocentrés des personnages à côté. Ouais, mais on sent le fun, hein. On sent, c'est ce que je te dis, hein, il y a une légèreté qui se ressent dans l'aventure. T'as l'impression, moi je l'ai lu, j'avais l'impression ça glisse quoi. Ah, Sans mauvais jeu de mots, puisqu'on on est dans la mer, mais vraiment ça glisse. Tu t'es pris, ah, tu tournes les pages, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai lu une deuxième fois parce que la première lecture, j'étais tellement pris que j'ai pas assez apprécié, je trouve, les dessins et l'univers qui passe par les dessins. Comment, par exemple, moi, les deux cases qui m'ont marqué, c'est celle que j'ai déjà décrite plus haut, que j'ai déjà décrite un peu plus tôt, pardon. Euh, Pardon, un peu plus tôt, c'est les deux visions de sous-marins. Celui qui plonge sous l'eau, sous la base des pirates, et le sous-marin pris entre deux immeubles et effondrés sous la mer. Comment tu as conçu ces images-là? C'est quoi le travail qu'il y a derrière? Est-ce qu'elles t'ont popé tout de suite à la tête? Est-ce que tu as fait non, ou plutôt un vrai travail de storytelling et de mise en page? Comment on en vient à ça? J'aurais du mal à te dire précisément dans quel ordre et comment c'est arrivé. Parce que vu que c'est un univers où, en fait, la base de cet univers, même si ça n'avait pas été montré dans Ton chien, c'est ce côté-là, c'est ce côté des immeubles oubliés au fond des mers, etc. Et, euh, et alors, déjà, moi, j'adore dessiner des villes détruites, je trouve ça hyper fun à faire. Et rapidement, au scénario, il y avait ce côté de. Pourtant, le chien, j'étais limité à 45 pages parce que je faisais un concours. Et là, j'avais pas de limite de page. Donc je me disais, ok, je vais avoir du temps pour montrer l'univers et juste pouvoir le poser avec des grandes cases où ça parle pas forcément et où j'ai le temps de vraiment immerger le lecteur dans ce que vont voir les personnages qui découvrent aussi ce fond des mers. Pour la team des hot dogs qui sont pas encore allés là-dedans, en fait, on comprend. Et il y a ce côté, du coup, où dans le scénario, je me disais, ok, cet endroit-là, ça va être juste, on voit le sous-marin descendre et point barre quoi. Et après le jeu était plus de dire ok comment est-ce que je montre ça et même à un moment je sais pas pour le scénario je me disais oh tiens ce serait marrant si entre deux immeubles il y avait un bateau qui était oublié vraiment un bateau énorme et tout et je crois que c'est une image que j'ai déjà vue dans des trucs apocalyptiques où tu vois des mais plutôt des trucs apocalyptiques secs où là c'est en extérieur tu vois des immeubles et tu vois un bateau dedans pour faire comprendre que enfin ou entre deux montagnes tu vois un bateau parce que tu comprends que la mer elle a baissé, elle s'est asséchée. Là, c'était un peu l'inverse dans l'idée, quoi. Donc voilà, ça venait un peu de ça, sans tellement d'idées complexes, quoi. C'est juste, ok, je veux montrer cet univers-là.
Mais moi, cette image, l'image du sous-marin entre deux immeubles, et on voit le bas des immeubles, on devine une route envahie par la végétation, on Mhm. devine un poteau électrique à demi Ah, cassé. la double page là? Ouais, la double Ah, page. Ok, oui, 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 ouais, je vois très bien. Ok, j'avais confondu avec une autre. Ok, mais oui, du coup, je vois très bien celle-là. Alors celle-là même, si tu veux savoir précisément, celui-là, je suis allé sur Google Maps et j'ai regardé, je me disais, où est-ce que je peux avoir des rues un peu comme ça? Du coup, je me suis baladé et la plupart des immeubles, c'est des immeubles qui sont dans je sais plus quelle ville en Espagne. Voilà, juste je les ai pris et je les ai dégradés, pareil pour la route et tout, j'ai un peu pris et modifié. Et il y avait un... Et après, j'ai cherché des photos d'accidents de bus. C'était super. Voilà. Énorme. Ok, énorme. Des accidents de bus partout. Ok. Un mode Je historique vois. qui a été terrible. Moi, tu vois, je reviens à cette image. Moi, c'est là où j'ai eu le déclic, moi, où j'ai vu que en fait, on était dans un autre univers et que tu étais en train de nous poser les bases de tout un monde, quoi. Et le passé, comment on en est arrivé là et comment tes personnages, les hot dogs, vont s'en sortir. C'est vraiment moi l'image qui m'a fait le déclic sur cet épisode de la bande dessinée Nouvelle Vague avec un point d'exclamation. Tu as eu raison de le signaler. Du coup, quand tu dessines ta bande dessinée, est-ce que tu te rends compte qu'il y a certaines images qui vont, je vais dire, être iconiques, quoi, de ta bande dessinée? Ouais, c'est Est-ce sûr. que ça, on le sait ou pas? Oui, oui. Bah, enfin, je pense que c'est plus tu forces un peu le destin volontairement dessus, rien que par la place que j'alloue à certaines images. L'image dont on parlait avant, c'est une double page. Et en plus, en sachant à l'avance que le livre, c'est un grand livre, c'est un livre format A4, c'est du 21-29-7 en centimètres. Et donc, enfin, ouvert en deux, ça fait vraiment un gros bébé. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir ce truc où, ok, rapidement dans le scénario, et même, enfin, dans le scénario, en fait, après, je délimite un peu, ok, quelles sont les grosses cases et tout, quels sont les moments importants. Et du coup, les moments importants, je leur alloue une place supplémentaire pour avoir le visuel qui puisse le plus les mettre en avant et avoir ce côté, ce qu'on appelle money shot, et de vraiment l'image qui va rester en tête de la personne après qu'elle ait lu l'histoire et qui va être l'image qui va lui revenir dès qu'elle va repenser à cette histoire-là, quoi. Ce que tu es en train de nous raconter, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit sur Evo lors de notre premier entretien. Evo qui était une bande dessinée sur l'application Webtoon et qui prenait Mhm. avantage du fait que ce soit une bande dessinée sur smartphone. Il y avait une excellente idée de mise en page où tu scrolles pour avoir la suite de l'histoire et l'écran devient de plus en plus noir et on se retrouve dans l'espace. J'avais trouvé cette idée-là géniale et on retrouve ces idées de mise en page et de mise en scène dans Nouvelle Vague. Preuve que la bande dessinée, c'est aussi du storytelling et de la mise en scène. Mais on a une scène où les personnages boivent, il y a des bulles, des petites bulles d'eau autour d'eux, et puis la case suivante juste en dessous, pareil, c'est des bulles, et dans ces bulles, tu vois les visages des autres personnages pendant que l'histoire se poursuit. J'ai trouvé cette image aussi très marquante et une très bonne utilisation quoi de la bande dessinée. C'est ce genre Merci. d'idées de génie, tu les as au fil de l'eau où il y a un énorme travail en amont de comment tu vas agencer tes pages. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui travaille pas mal avant de passer à l'étape de mettre en image. Alors là, enfin, typiquement, je suis en train de travailler sur la suite. Enfin, je me suis remis à travailler sur la suite et j'ai fait plusieurs jets de scénario avant d'arriver enfin à un truc là, ça y est, qui est écrit sur ordinateur et qu'ensuite après je vais repréciser en que je vais repréciser en pagination, qu'après je vais imprimer, que je vais repréciser un peu même Mmh. en nombre de cases pour savoir un peu plus comment je me débrouille très précisément. Et, euh, et du coup, en ça, toutes ces étapes que je passe me permettent d'avoir la visualisation la plus précise possible de la scène à l'avance. Et parce que j'ai des problèmes des fois d'imagination un peu, enfin, j'ai vachement les concepts, mais les images me viennent pas forcément. Et donc, c'est en gérant ça que ça m'aide à penser de la pagination. Et après, la pagination, elle vient aussi un peu via la contrainte, où je me dis, ok, c'est quoi la manière la plus efficace que je peux trouver de raconter telle chose parce que j'ai pas envie de faire trop de pages. Et donc, comme j'ai pas envie de faire trop de pages, il faut bien que je trouve un moyen de
d'avoir un dispositif efficace pour faire comprendre quelque chose. Et du coup, là, ce truc de on comprend que ils boivent et qu'il se passe une soirée, qu'il se passe plein de choses, en même temps, il y a plein de regards, et puis après, ça amène à la nuit. Le but, c'était, ok, comment est-ce que je peux montrer rapidement ça, de manière un peu cool et poétique, voilà, sans y passer trop de temps inutilement, quoi. Alors ça, c'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Vous le gardez bien en tête et je vais y revenir un peu plus tard. Oh. Quand moi j'avais une critique sur ta bande dessinée et c'est en lisant Daniel que je me suis dit en fait c'est pas du tout une critique, c'est une force du livre et tu viens d'apporter une première réponse, mais j'arrête de spoiler, on va y venir un peu plus tard. Ok. Avant, j'ai une autre question sur ça justement. Est-ce que du coup ça veut dire que tu as des pages que tu as jetées, des dessins que tu as travaillés que tu n'as pas intégrés, voire carrément des pages ou des doubles pages que tu as laissées de côté? Non, parce que justement, je fais le tri assez en avance pour m'éviter de faire ça. Alors, c'est vraiment dans le scénario où je coupe, où je gère, j'essaie d'optimiser. J'ai l'impression que j'ai fait assez de BD avant pour maintenant être capable, quand je suis au scénario, quand je décide mon nombre de pages, que ce nombre de pages, il soit à peu près fixe entre le moment où ça y est, je le fixe et où je termine mon storyboard. Éventuellement, après, aussi volontairement, je me dis: «OK, là, scène de bagarre, c'est plus imprécis au scénario et je sais que je m'alloue à peu près tel nombre de pages et je sais que ça va à peu près rentrer dedans». C'est vachement comme ça que je gère, donc il y a pas d'image, qui est gâchée. C'est éventuellement, par contre, sur la phase qu'on va dire de la préparation au tout début, où c'est sur cette partie-là, en fait, où je vais beaucoup couper. Je vais créer beaucoup de personnages, je vais créer beaucoup d'idées, je vais avoir plein de trucs qui vont fuser un peu de partout et après je vais recentrer. Je vais essayer de faire coller les choses plus ouais, au fil conducteur, qui est intéressant et au fait que narrativement, ce soit compréhensible. OK, d'accord. Donc encore une fois, il y a un travail énorme avant même, le dessin et la con Ouais, et avant le dessin, quoi. Un travail énorme. c'est vraiment de la C'est vrai, gestation. hein. Mmh. C'est vraiment de la gestation. C'est penser à l'avance beaucoup, 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 jusqu'à ce que ça me paraisse assez bien pour y passer du temps pour dessiner. Parce que j'avoue que moi, si je commence à dessiner un truc et que j'ai peur que ça soit nul, enfin que j'ai trop peur que ça soit nul, parce que j'ai toujours un peu peur que ça soit nul, mais si j'ai trop peur que ça soit nul au moment où je suis en train de le dessiner, vu que le dessin c'est hyper long, je sais que je vais passer, 1 mois et demi, voire plus, à uniquement dessiner des pages. Si je suis pas sûr qu'en plus ça soit pour une bonne histoire, ça serait un peu frustrant, en vrai. Mmh. Tu vois? On dit pas assez ça, hein, que c'est un travail énorme de préparation, le dessin, quoi. C'est pas une muse qui guide ta main, quoi. C'est un travail de Bah, fou. ça dépend pour qui, hein. Franchement, il y a des gens qui arrivent à jongler et à être vraiment sur le fil en permanence, à un peu improviser et à penser les choses dès le visuel sans y penser trop à l'avance, en se laissant guider par leur personnage ou quoi. Notamment, je sais que, enfin, pour plein de gens qui font un peu du truc type, manga ou, webtoon où ça fait beaucoup, beaucoup de pages, ça fait beaucoup de cases, tu vas plus facilement peut-être te laisser guider. C'est vrai que moi j'ai une pensée de la BD peut-être qui est un peu plus BD en fait justement, où je pense un peu plus en album, je pense un peu plus en un tout, où je me dis: «OK, il faut que le début réponde à la fin et l'inverse et cetera». Ouais, et ça, c'est une deuxième partie de la réponse, que je te poserai, tout à l'heure. Mais, Très mais bien. mais comme quoi, bon, je tease encore un peu, mais comme quoi tout est logique, quoi. Tout est logique dans ta façon de travailler, dans la façon dont on ressent la BD. Je vais faire une pause sur, Nouvelle Vague. Mmh Je mh. veux parler de Daniel. C'est important, Ah moi, yes. pour le cheminement de ce que je veux prouver. C'est une thèse. Ça y est. Heu Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer, exactement c'est quoi? Daniel, c'est du coup un petit one shot assez court, c'est un truc de 16 pages si je me trompe pas, qui a été fait à l'occasion du concours, Clip Studio Paint et Manga Draft, le Global Comic Awards, et avec donc les thèmes et le thème qui était imposé dans ce concours qui était, Premier amour, si je me trompe pas. Donc l'idée était de créer un one shot à partir de ça. Donc sur Premier amour, j'ai créé, sur un truc en 16 pages max, un un petit récit sur, un robot adopté dans une société qu'on comprend être un peu dystopique,
où les gens adoptent des robots pour être leurs enfants. Sauf que lui, en plus, est adopté à l'international parce que c'est pas un robot qui est originaire de France. Et donc, c'est ce petit robot qui a un peu, du coup, des problèmes de... Il se sent pas bien dans sa peau et il se sent pas à sa place. Et lors de son anniversaire, pour une petite visite au Louvre, il va voir un autre robot qui lui ressemble vachement, qui a l'air d'être un modèle provenant sûrement du même endroit. Et donc, il va se mettre en quête de le retrouver. Je sais pas si je peux le résumer comme ça. Oui, c'est un pitch parfait et c'est une histoire. Ouais, ça m'étonne pas qu'elle ait gagné un prix. Hein. Elle a gagné le Grand Prix du jury BD Je suis manga très content, je suis très content. au Global Comic Awards manga Draft. Vous m'excuserez pour mon accent anglais de merde, mais, mais on comprend quoi. C'est une histoire tendre. C'est une histoire avec du fond et le dessin, j'allais dire, il est splendide, quoi. Je l'ai sous la main, hein. Je l'ai sous la main là pendant que je parle. Il y a encore de bonnes idées de mise en scène. Hein. À un moment donné, les deux robots sont enfermés quelque part et on voit un petit peu en transparence ce qui se passe autour d'eux. C'est une super bande dessinée et différente de Nouvelle Vague et de l'univers de Nouvelle Vague. Et différente aussi pas dans la mise en page, mais dans la façon dont c'est raconté. Alors c'est très doux, c'est une 16 pages, hein, il me semble, Ouais. 16 pages. On est, j'allais dire, c'est détaillé, en fait, mais pas détaillé de la même façon que Nouvelle Vague. Et là, j'en viens à une critique que je m'étais faite sur Nouvelle Vague à la première lecture. Je me suis dit, n'y réponds pas parce que c'est une question piège. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que de temps en temps, il manque des cases dans Nouvelle Vague. Il manque des transitions. On passe d'un truc, on tourne la page, on est sur autre chose, ou même de case à case. Je me suis dit, il y a des trucs qui me manquent. C'est ce que je me suis dit à la première lecture. Quand j'ai eu Daniel, j'ai pas eu cette impression-là. J'ai eu une impression de fluidité, où tu te laisses porter par une histoire d'amour et d'amitié qui est jolie, quoi, et qui, encore une fois, est un peu déprimante parce que elle va Ouais. se terminer. Clairement. Ça, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, quoi. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ta façon de travailler, elle dépend forcément de ce que tu racontes. Et que ce que je prenais, moi, pour des manques de cases, c'était peut-être pas tout à fait ça. Est-ce que avant que je poursuive, tu veux réagir à ce que je dis? Ah bah, moi, je suis très chaud d'écouter la suite de ton raisonnement parce que ça m'intéresse. Du coup, je veux avoir la suite de ton analyse pour bien comprendre et pour bien donner aussi les clés de comment est-ce que je fonctionne. Eh ben voilà, c'est ce que tout à l'heure tu as répondu. Je renvoie à ce qui a été dit auparavant sur les deux moments de teasing. C'est que en fait, ta façon de raconter Nouvelle Vague, elle dépend de la façon dont tu as travaillé. C'est-à-dire que tu es exigeant dans ton histoire et dans tes personnages et dans la façon dont tu taffes et dans la façon dont tu dessines, et tu demandes une exigence au lecteur. Je l'ai lu Ouais. 2 fois et c'est pas anodin. Je l'ai lu 2 fois parce que la première lecture, je l'ai ratée. J'ai lu 2 fois parce qu'à la deuxième lecture, je me suis aperçu des transitions que je n'avais pas vues du tout, comme la Ah, transition des bulles, qui est c'est un extrêmement faux. importante pour raconter l'histoire. Comme à un moment donné, tu as Mute qui pointe quelque chose dans la poche d'un des personnages. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il fait ça? Mais la transition, elle y est. Et tu dis à ton lecteur, et je m'en suis aperçu en lisant Daniel, c'est ça qui m'a fait. Attends, je vais relire Nouvelle Vague. Tu dis à ton lecteur, sois exigeant, mon pote. Ouais. J'aimerais bien être moins exigeant, mais en même temps, j'ai un peu envie d'être exigeant. Mais dans ma manière de fonctionner, j'aime bien quand c'est dense, j'aime bien quand il se passe des trucs tout le temps, j'aime bien quand il y ait pas de case où tu poses l'œil et où tu te fasses chier, quoi. Mais c'est un peu, du coup, à double tranchant, parce que je sais que, du coup, il y a un peu des problèmes de lisibilité où j'ai une manière de raconter, et justement, j'ai l'impression que les gens ont plutôt bien fonctionné sur Daniel, donc il faut que je fasse gaffe à ça pour que les prochains soient aussi fluides à la lecture que Daniel. Mais que ouais, j'ai un truc un peu hermétique dans ma narration.
un truc où moi, il y a des choses qui me paraissent évidentes et qui ne le sont pas pour tout le monde, et souvent qu'ils sont à leur lecture parce que t'es pas la première personne à me dire, j'ai pas forcément capté la première fois, mais après j'ai relu, ou sinon des gens qui ont dit genre, j'ai lu Temps de Chien, puis Nouvelle Vague, puis après j'ai relu Temps de Chien et j'ai compris tout Temps de Chien et ce que ça voulait dire un peu plus et tout. Donc je sais que c'est un truc auquel il faut que je fasse attention, que je trouve bien de certains côtés, mais enfin c'est pas que volontaire quoi. Voilà. Mais après, alors en tant que lecteur, je sais pas si c'est juste quelque chose, si c'est relié à la fluidité, parce que la fluidité, on l'a, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on entre dans l'univers, et sur Temps de Chien et sur Nouvelle Vague, on plonge, hein, sans jeu de mots encore une fois, dans l'univers, et on est happé par l'histoire, même si de temps en temps on se dit, il manque une case là ou quoi. C'est ce que je veux dire par Et fluidité en fait. C'est ça. Ouais, et en fait, non, il manque rien, tout est là, quoi. Il faut juste que tu ouvres tes yeux. Je parle à moi-même, hein, pas à toi. Il faut juste ouvrir les yeux et être attentif à la façon dont tu racontes l'histoire et à la façon dont tu dessines. C'est pas Tintin, quoi. Bah c'est clair que ouais, Tintin en termes de narration, c'est tellement. Alors parce que là du coup, pour parler un peu du franco-belge et tout à l'ancienne, moi je suis fasciné par les trucs de franco-belge où justement tout est impeccable de narration quoi. Du Tintin ou du Astérix, tout est à sa place, il y a rien de trop, il y a rien de moins, tout est parfait, tu comprends tout. Et j'aimerais bien arriver à ça, mais le problème c'est que arriver à ça tout en gardant les espèces de trucs où j'ai envie d'avoir des types de narration qui sont un peu plus fun. J'aime bien quand c'est un peu intéressant et de fait de me dire comment est-ce que je peux raconter des choses d'une manière où je l'ai pas encore vu, puis avec une dynamique qui sont un peu intéressantes et tout. C'est c'est toujours compliqué. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vouloir simplifier la narration, parce que ça donne quand même des super images et des super idées de mise en scène, hein. Je reviens encore aux bulles, parce que c'est l'exemple pour moi le plus frappant et qui m'a fait comprendre, la façon que tu avais de raconter l'histoire. Mais ça participe aussi à cette impression de vitesse, quoi. Ça participe aussi à l'impression d'action qu'on est sur le vif. Tout le temps quand on lit la BD, quoi. On a aussi cette impression. On parlait de huis clos tout à l'heure. Cette impression de huis clos, je pense qu'elle ne vient pas du fait que les personnages sont enfermés dans le sous-marin. Je pense qu'elle vient du fait de ta façon de raconter l'histoire. Et ça, c'est fort, quoi. Bah, trop bien, ouais. Ouais, parce qu'il y a plein de plans volontairement où j'enferme les persos, je les cloisonne. Le but, c'est de ressentir même les échelles de domination à travers des cases en fonction de comment est-ce qu'un personnage est plus grand ou plus petit, via les angles de caméra, etc. J'essaie de faire pas mal attention à ça, quoi. Oui, bah, c'est ce que je disais. J'ai compris à la deuxième lecture et grâce à la lecture de Daniel que dans Ton Chien Nouvelle Vague, tu veux qu'on soit attentif. Et basta. Ouais. Je veux qu'on soit à la hauteur de ton taf. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Mais tu respectes ton œuvre, on respecte ton œuvre, quoi. Faut pas déconner. J'ai envie de dire que j'aimerais être le plus accessible possible tout en gardant cette volonté de complexité et d'exigence. Mais je pense que ça va être un peu. Ça va être les débats internes sur toutes les BD et tous les trucs qui arriveront, quoi. Ouais, ben on fait confiance à l'artiste pour le troisième, où que tu ailles. Moi, je suivrai. J'espère que les auditeurs étaient, j'allais dire fans, étaient lecteurs, lectrices, te suivront aussi. Où est-ce qu'on peut acheter la bande dessinée, que ce soit Nouvelle Vague, Temps de Chien et Daniel? Du coup, là, actuellement, dernièrement, j'ai ouvert une boutique en ligne. Donc ça, vous pouvez la retrouver sur Ko-fi. Pour retrouver la boutique, le plus simple, c'est d'aller sur mon Instagram ou mon Twitter et d'aller sur mon lien en bio. Et mon lien en bio, après, regroupe tous mes liens importants. Donc les liens où vous pouvez aller voir, vous pouvez aller acheter mes BD, mais aussi les liens pour aller les lire gratuitement en ligne. Voilà. Toutes les choses importantes sont mises à l'intérieur de ce Linktree, qu'on peut donc retrouver dans ma bio Instagram. Je pense que c'est le plus simple à trouver. Parfait. On mettra le lien de ce Linktree aussi dans la description de l'épisode. Donc, cliquez sur plus de détails dans Deezer, Spotify, etc. Vous pourrez cliquer sur le lien de la boutique. On le mettra aussi sur notre site internet. Et ton Instagram, c'est Ellie Vigneron. Ellie avec underscore, le tiré du 8, Ouais, le c'est tiré ça. bas et Vigneron. C'est Eli, bien ça? E-L-I-E. Tu fais bien de le E-L-I-E, préciser. du bas, Vigneron. Tu fais bien de le préciser.
On mettra tous les liens de toute façon sur la description de l'épisode et sur le site internet lanuitdudimanche.fr. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Peut-être un truc sur Nouvelle Vague, parce que au tout début, tu me demandais si j'avais des thèmes en y pensant, et en fait, j'y repense maintenant. Euh, Quand j'ai créé l'histoire, au départ, il n'y en avait pas, mais ce qui est souvent le cas. Et c'est après, au bout d'un moment, en voulant un peu optimiser la trame narrative et le fil rouge, que j'ai pensé un peu plus au thème. Et du coup, c'est pas tellement un thème précis, c'est plus dans la construction globale des personnages et de leurs relations. Il y avait ce truc dans Temps de Chien, on était sur le tout début d'une relation. Et dans Nouvelle Vague, on est sur un peu la confirmation ou l'infirmation de ces relations. On est sur des trucs où les personnages sont pas encore sûrs d'être affiliés à un camp ou à un autre. Il y avait un peu cette volonté de mettre en péril le groupe alors qu'il venait seulement d'être formé. Et c'était un peu ce truc de dire, parce que notamment du coup à la fin de ce tome, on les voit devenir des pirates. Je Mm. pense que c'est un spoil, mais c'est pas si grave. Mais on les voit devenir des pirates. Et il y avait ce truc de, ok, est-ce que les personnages peuvent vivre une aventure qui va leur faire mériter d'accéder, entre guillemets, à ce statut d'équipage, quoi. C'est un peu ça. Mm. Choisir sa famille, quoi. Ouais, ah oui, oui, complètement. Choisir sa famille. Ben, ce sera le mot de la fin pour, Nouvelle Vague, point d'exclamation. Choisir sa famille. Et n'hésitez pas à cliquer sur les liens et à acheter la BD. Elle vaut, les deux d'ailleurs, hein. Et Temps de Chien et Nouvelle Vague. Et tant qu'à faire, Daniel, qui a gagné un prix, hein, c'est quand même pas rien. Oui. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, on va pas se quitter tout de suite. J'aimerais bien discuter un petit peu recommandations avec toi et inspiration. Est-ce que tu as une inspiration en bande dessinée? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que je parle un peu d'inspiration pour Nouvelle Vague et pour Daniel spécifiquement? Parce que moi, mes inspirations, en vrai, elles varient vachement par projet. Alors, c'est une très très bonne question et je vais réduire le champ de ta réponse. Quelle bande dessinée ou quel auteur, toi, t'as donné un déclic et t'as fait te dire, bah, je vais faire ça. Tiens, moi aussi, je vais raconter des histoires et emporter les gens dans mon monde. Euh... Je pense qu'un de mes trucs préférés quand j'étais petit, c'était Gaston Lagaffe. Mais est-ce que c'est en ça qui m'a donné envie de créer beaucoup de trucs? Je sais pas. Je trouvais ça hyper fun, mais j'ai jamais fait beaucoup de BD vraiment comme Gaston Lagaffe. Une série, je pense, une série de BD qui m'a vraiment, vraiment beaucoup influencé. Alors, hors des shonen type Dragon Ball, parce que ça, clairement, Dragon Ball, ça a eu une influence majeure, majeure, majeure. Mais je pense que Donjon, en termes de ton, ça a été vachement important. Est-ce que ça te dit quelque chose, Donjon? Alors non, pas du tout. J'allais te demander plus d'éclaircissement. Qu'est-ce que Donjon? Ok, Donjon, c'est une série de BD faite, alors à l'origine, je me souviens plus qui est à la base du projet exactement, mais c'est Lewis Trondheim, c'était Johan Sfar et c'était encore d'autres personnes. Je sais plus, c'était peut-être que eux deux à la base, et après qui écrivaient des scénarios pour aussi plein d'autres auteurs et autrices qui se retrouvaient en fait à faire des BD de cet univers-là. Et en gros, du coup, ça, c'est un truc que j'ai lu. Bon, je pense un peu trop jeune, mais c'était mon père qui me faisait lire ça, c'était vachement bien. Mais c'était des histoires un peu trashouilles, un peu bizarres, et on va retrouver en fait un donjon, donc un donjon au sens de fantasy, en fait, où t'as des créatures à l'intérieur et t'as des héros qui viennent pour essayer d'abattre ce donjon. Mais là, on va suivre vraiment ce donjon de l'intérieur. Donc, on va suivre des créatures qui y sont, qui y habitent. Euh, Eux, leur gagne-pain, c'est de voir des héros arriver et de leur soutirer, tout que- de leur soutirer même leur vie, de les manger, etc. Et il y a un truc où, du coup, comme on suit plein de monstres, on suit plein de gens bizarres, et il y a un truc hyper humoristique là-dedans, ou même juste aller voir faire des choses horribles. Et en plus, c'est une série qui est hyper unique parce qu'elle est créée de manière non chronologique. En fait, on suit en même temps plusieurs aires du donjon. C'est-à-dire qu'il y a l'ère du donjon où le donjon il est encore actif. Il y a l'ère du donjon où le donjon il est en train de se créer. Il y a l'ère où le donjon est déjà vidé et du coup il se passe des choses en dehors. Et après, il y a encore d'autres trucs avec des personnages secondaires qu'on va juste suivre. Et donc, avec ces plusieurs aires, petit à petit, il y a des tomes qui vont se placer un peu dans chaque. Et tu essaies de reconstruire un peu le puzzle. Et tu sens qu'il y a beaucoup de liberté là-dedans. Et en même temps, beaucoup de. Et moi, j'avais beaucoup d'investissement du coup là-dedans quand j'étais petit, de me dire, du coup, je peux lire dans n'importe quel sens. Et petit à petit, je vais comprendre. Avec du coup tous ces personnages-là. Et puis en plus, t'en vois qui reviennent plus tard. Et c'est. Bref, il y a un truc vraiment fou dans cette série-là, je pense, qui m'a vachement marqué. Même que ce soit en ton, en narration, en plein de choses.
Ok, super. En tout cas, le pitch est original. J'aime bien ce genre de retournement, quoi. J'irai voir. Ouais, c'est Pareil, l'occasion, vraiment. parfait. Pareil, bande dessinée que tu recommanderais. Une bande dessinée que tu recommanderais, point. Ultra Méga de, je sais plus, c'est James Harren ou Daniel Warren, parce que je confonds toujours les deux. Mais je pense que Ultra Méga, c'est un comics du coup américain. C'est un truc qui suit des Super Sentai face à des kaiju. Donc on reprend les trucs avec des espèces de Godzilla, des espèces de d'héros en latex et tout, et qui vont se bagarrer ensemble, mais repris à une sauce un peu crado, et avec surtout en fait ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est vraiment le dessin. On est sur un dessin qui est hyper vif, hyper fort, avec beaucoup de pinceaux, où tu sens qu'il y a beaucoup de caractéristiques du manga qui ont été réimportées là-dedans, tout en faisant un truc en couleur, où la couleur elle est impeccable, c'est flashy de partout, des couleurs hyper pétantes, qui sont hyper lisibles, et une action qui est incroyable, hein, avec en plus une direction de l'œil du lecteur qui est vraiment fascinante quand on s'y penche un peu. Et ouais, franchement, je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti dernièrement en France. Moi, déjà, j'ai lu le tome 1 en tout cas seulement, et c'était déjà excellent. J'ai hâte de lire le tome 2. Je pense que c'est un truc ça sera un de mes livres de chevet pendant encore longtemps, dès que je vais penser à de l'action, dès que je vais penser aussi à de la colorisation d'action, même si je fais pas souvent de couleurs. Voilà, voilà. Ok, d'accord, je vois. Et entre parenthèses, tu parlais tout à l'heure de salons et de conventions. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour faire connaître ton travail ou c'est plutôt les réseaux sociaux? J'aurais du mal à dire ce qui est le plus important, en vrai. Moi, je pars du principe que tant qu'à faire, autant faire un peu de tout, vu qu'on sait jamais vraiment ce qui va te permettre de gagner des choses. Mais je pense que défendre mon travail en physique, dans tous les cas, c'est vachement cool, même d'un point de vue apprentissage, parce que ça se fait pas du jour au lendemain d'apprendre à défendre son travail devant un public, même apprendre à faire des dédicaces et tout. J'ai l'impression que ça te donne une solidité euh, qui me rend un peu plus, comment dire, même un peu moins déprimé face à des retours d'éditeurs où tu te sens bloqué souvent par des éditeurs parce que tu fais des dossiers d'édition qui mènent à rien. Mais le côté faire des conventions fait qu'au moins là tu trouves un public, tu vois des gens des gens que tu peux revoir régulièrement, qui vont te dire qu'ils aiment bien ton taf, qu'ils ont lu, ou qu'ils aiment pas ton taf, même si c'est- en physique c'est rare que les gens donnent de grosses critiques, mais enfin je comprends, c'est pas forcément là pour aller faire une thèse précise quand t'as pas beaucoup de temps avec la personne. Et puis après aussi, ça me donne un peu d'argent, donc c'est cool. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça vachement, je trouve ça vachement fun en fait, de faire des conventions. Je me dis autant sortir quoi. Parce que moi, je suis un mec, je sors pas beaucoup de base, donc c'est bien, ça me motive un peu. En plus, je vois les collègues, je vois les potes, ça c'est bien. Très bien, on va s'arrêter pour cette émission. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radioverse de la nuit du dimanche. Et je te propose que le générique de fin, ce soit toi qui le choisis. Donc, je te laisse la parole. Tu vas annoncer la chanson qu'on va écouter et dire au revoir à tout le monde. Eh bien, j'aimerais bien être capable de te lire le titre de la chanson, mais je ne suis pas capable parce que malheureusement, elle est en japonais. Alors attends, je vais essayer de... je vais essayer de... parce que j'ai Excellent. 2 secondes pour trouver la version Romaji pour arriver à lire les kanji. J'arrive tout de suite.
を